Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir un ami, Miché, que je connais depuis quelques mois. Hein. Ben non, quelques années, ouais, bien sûr. Et tout. Ça fait 2 ans. Ouais. Avec qui on va partager un peu son parcours qui est assez particulier, parce qu'on ne va pas se cacher, hein, on va se le dire. Miché est assistant du président de la République. Voilà. Mais, donc tu t'appelles Miché Moulumba Chimpaka. Voilà. Citoyen congolais, né à Mbujimayi en 1984, précisément le 20 novembre. Donc tu es né à Mbujimayi en 84 et comment tu es arrivé à Kinshasa quand? Je suis arrivé à Kinshasa à l'âge de 11 ans, en 1995. D'accord. Et là, je venais de passer en 6e année primaire. Okay. Alors comme à Mbujimayi, la tendance à l'époque, c'était plus les diamants. Donc tous les jeunes de mon âge étaient plus tentés à aller faire les diamants. Et ma mère, en fait, je ne cesserai jamais de le dire, elle avait bien vu à l'époque. Elle avait eu peur que je reste à Mbujimayi, de peur que j'aille faire les diamants comme tout jeune de mon âge. Peut-être que tu serais millionnaire. Ben ça, je sais pas. Mais au moins, c'est un truc, en fait, comment je peux dire, c'est comme, ça fait, aller faire des diamants, c'est comme jouer à la roulette russe. Ouais, tu sais pas à quoi tu joues. Ouais. Du coup, elle avait décidé de me faire parvenir à Kinshasa. Donc en 1995, elle décide de me faire parvenir à Kin. Elle achète pour moi un billet d'avion. Et puis elle m'annonce la nouvelle que non, voilà, tu dois aller poursuivre tes études à Kinshasa. Et là, j'avais à peine 11 ans. Et au passage, je suis orphelin de père. Donc ma mère, elle a joué sur les 2 tableaux. Elle a joué sur le tableau de maman et puis le tableau de papa. C'est elle qui a tout fait. Elle a acheté un billet, elle m'a envoyé à Kin. Et du coup, elle était obligée de rester à Mbujimayi parce que c'était son environnement à elle. Oui. Et quand je suis arrivé à Kinshasa, je suis arrivé en 1995. Il y a une famille qui m'a hébergé. Donc, l'oncle paternel de ma mère, c'est chez lui que j'avais posé mes valises. Et puis, il y a une tante qui m'a amené à l'école. Une école, je ne sais pas si ça existe toujours, c'est à Lausanne, ça s'appelle ISTEC. C'est un truc protestant. C'est là où j'ai obtenu mon certificat d'études primaires. Et de là, je suis allé à la Puisette Moïka. C'est une école qui existe encore, mais qui a perdu. Oui, je crois. C'est dans quelle commune? À Gombe, c'est la ville de la science. C'est la parcelle qui abrite l'église Philadelphie aujourd'hui. Oui, c'est une école qui avait beaucoup de succès à l'époque. Voilà, et à l'époque, il y avait l'école de science, dont les promoteurs déjà décédés, de l'Ipska Songo. Il y avait aussi l'école Socrate sur la même rue. Et à côté, l'Isanga, Bokeleyale. Et nous, on était là au milieu. Là. Et là, au secondaire, tu fais quel cursus normal, je commence par la première année, on appelle CO. Ouais. Deuxième, et puis troisième, je m'inscris en 3e année littéraire. Je commence la première année dans la 3e année littéraire, puis la 4e. Mais la 4e, j'avais connu des petits soucis, je n'avais pas bien étudié parce que j'avais connu un petit souci privé que je n'aimerais pas raconter ici. J'avais eu des soucis avec une famille à cause d'une fille dans cette même école. Et du coup, j'étais obligé de quitter cette école pour aller poursuivre mes études ailleurs. Et de là, je suis allé à Nembalemba. C'est une école qui se trouve à Lausanne. Elle n'existe plus. Alors là, comme je n'avais pas bien étudié la 4e année littéraire, j'ai dû changer d'option pour faire la pédagogie. Et là, j'ai commencé à faire la pédagogie et je suis allé avec jusqu'en 6e des humanités. Et la première tentative aux examens d'État, ça n'avait pas marché, j'avais échoué. J'ai dû reprendre et maintenant dans une autre école, à Ngemba. C'est sur Kaouka. Kaouka, oui. Ouais. Et là, j'habitais aussi à Kaouka sur l'avenue Café numéro 7. J'ai une amie de ma maman, une grande amie à ma mère qui est encore en vie. Et elle était même là lors de mon mariage récemment. Elle s'appelle Maman Lucie. Et là, quand j'ai obtenu mon diplôme d'État en 2002. Pendant ce temps, maman est toujours à Mbujimayi. Mais elle venait quand même me rendre visite. Elle venait me rendre visite et puis elle rentrait.
En fait, ma mère, elle fut commerçante. Elle venait ici à Kin, elle achetait de la marchandise. D'accord. Ouais, des watts, des bijoux fantaisie qu'elle partait revendre à Mbujimaï. Et pendant tout ce temps, c'est elle qui m'a approvisionné pour tout ce qui est Minerval, tout ça. Ah ouais. Alors, quand j'ai obtenu mon diplôme, comme tout jeune Quinois, au départ, j'étais pas Quinois, mais Tu es devenu. je suis devenu Quinois. Alors, on rêvait tous de l'Europe. Alors, je sais pas si je dirais c'était une grâce ou une malchance, je sais pas moi. Quand j'ai obtenu mon diplôme, il y a mon oncle, le petit frère de ma mère, qui m'avait promis l'Europe. Et Ouais. du coup, pour moi, je ne voyais pas l'utilité d'aller à l'université. Je me dis, bah, j'attends jusqu'à ce que sa promesse va se concrétiser. Je me suis tapé au moins 3 ans. Donc, je déambulais comme ça, là, je n'avais pas vraiment d'objectif précis. Alors, tellement que sa promesse tardait, il y a un ami qui est venu me voir. Il me dit, maintenant, tiens, mon frère, tu dois étudier. Tu dois t'attendre sur ça, mais plus les années passent, plus tu restes comme ça, là, tu risques de te retrouver sans diplôme à cause de l'Europe et qui tarde aussi à se réaliser. Ben, je n'avais pas suivi l'ami. J'ai dit, bah, écoute, laisse-moi un peu tranquille. Et par après, j'ai décidé de m'inscrire à l'université. Et la toute première université où j'étais, c'était l'université Cardinal Maloula, ICSM, sur Sayo. Oui. Et là, je m'étais inscrit en première année de graduat, faculté des droits. J'ai juste fait 1 mois, j'ai arrêté. Donc, en ce moment, tu voulais devenir juriste. C'était une vocation ou... Ben non, en fait, c'était pas vraiment une vocation. En fait, c'était pas une décision réfléchie. Je voulais juste m'occuper. D'accord. Alors, quand je papotais avec certains de mes aînés qui m'ont dit, bon, en fait, comme tu as eu à faire un peu de latin et tu as obtenu ton diplôme en PEDA, donc c'est mieux que tu ailles dans une faculté qui correspond avec ce que tu as fait aux humanités. Donc, la faculté qui va bien te correspondre serait la faculté des droits, pour ça des Sciences Po. Je suis allé à l'ICSM, je me suis inscrit et puis j'ai étudié durant 1 mois et après j'ai arrêté. Et puis j'ai commencé encore à végéter dans la nature. Mais dis-moi, quel genre d'élève tu étais? Est-ce que tu étais studieux? J'étais quelqu'un, en fait, moi j'étudiais vraiment à fond. À chaque fois que j'entrais dans la salle de classe, je pensais à ma mère. Parce qu'elle tenait vraiment ce que... Tu as des frères et sœurs? Oui, oui, moi je suis l'aîné de la famille. Mais ma mère, vraiment, elle a beaucoup investi. Elle a beaucoup investi. Alors, chaque fois que j'entrais dans la salle de classe, je pensais toujours à elle. Et quand je pensais à elle, du coup, ça me motivait. Tu n'avais pas le choix, quoi. Je n'avais pas le choix. L'échec n'était pas, Voilà, n'était pas permis. On a tous connu ça parce que moi aussi, j'ai perdu mon père trop tôt, Oui. très tôt. Donc, dans ces conditions-là, quand tu étudies, en fait, chez toi, l'échec n'est pas une option. Voilà. Tu ne peux pas te permettre de rentrer et dire j'ai échoué. Oui, oui, déjà que les moyens n'étaient pas... C'est ça, c'est limité. Donc, il fallait vraiment... faire de ton mieux pour obtenir le résultat pour lequel on t'a envoyé à l'école. Et de là, quand j'ai arrêté l'université, j'ai tenté encore une autre inscription à l'IEC. Ok. Et à l'IEC, j'ai étudié au moins pendant 3 mois. Mais après, je me suis dit, bah non, l'IEC, c'est pas mon truc. J'ai encore arrêté. Ce n'est qu'en 2006, finalement, je croise un ami qui est devenu un grand ami à moi. On est toujours ensemble. C'est vraiment un ami, un grand pote à moi. Et qui me dit, bah, écoute, il y a une école de journalisme qui existe à Gombe. Je dis, attends, ça s'appelle comment? Ça s'appelle l'IFASIC. En tout cas, j'aimerais bien qu'on aille là-bas. Je dis, ah bon? Et moi, je n'avais pas de sous. L'ami est allé chez sa maman. Il a demandé de l'argent à sa mère. La maman, elle est déjà décédée même. J'aurais bien voulu qu'elle soit là pour voir ce que la vie nous a réservé comme surprise. Et de bonnes surprises même, je dirais. Mais malheureusement, elle n'est plus de ce monde, cette maman. Elle est décédée. Alors la maman, elle a sorti de l'argent de sa poche pour que j'aille m'inscrire à l'IFASIC avec son fils. J'arrive à l'IFASIC, je m'inscris et puis je passe mon test. Et c'était devant le professeur Matoumoueni. Et je passe mon test à l'oral et puis à l'écrit. Et puis j'étais retenu comme étudiant en première année de graduat. Et là, en même temps, la situation de ma mère n'était plus la même. Du coup, elle n'était plus en mesure de payer pour moi les frais académiques. D'où je devais... Toi-même survenir. Je devais être créatif par rapport à l'approvisionnement en argent pour pouvoir payer
mes frais académiques, les transports, ce qu'on appelle chez nous les transports, donc le moyen de s'offrir un taxi ou soit un taxi bis pour se rendre à l'école. Et puis j'ai acheté des supports pour les cours, tout ça. Mais je n'avais personne pour faire ça pour moi. Je n'avais personne. Étant donné que je m'étais brouillé avec mon oncle qui m'avait promis l'Europe, donc du coup je devais faire face. Alors j'ai dû recourir à un vieux à moi qui s'appelle Gérard Ngoy. C'est un chauffeur de taxi-bus qu'on appelle 500. Mercedes, non, le Mercedes 508. Okay. Sont des bus oui, énormes, les 508 sont plus grands. Oui. Ça fait le double des 107. C'est ça. Ouais. Je suis allé voir le monsieur, j'ai dit bah, écoute mon vieux, moi là, je suis vraiment couillé. J'ai vraiment envie d'étudier. J'ai fait l'ISSM, l'ISM. Maintenant là, j'ai décidé vraiment d'aller jusqu'au bout. Je dois étudier, mais j'ai pas de moyens. Il me dit ah ouais, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Non, j'aimerais que tu m'embauches comme receveur dans ton bus. Il me dit mais Michel, tu es trop frêle. Je n'avais pas la taille que j'ai aujourd'hui. Je crois qu'elle n'est pas énorme, mais au moins à l'époque j'étais encore trop frêle. J'étais trop frêle, j'étais trop mince. Et puis il m'a dit non, tu ne sauras pas. Je dis non. Je lui dis laisse-moi faire. Puis il m'a dit bah, écoute, ce boulot ça te demandera beaucoup d'énergie. Donc tu dois te lever très tôt, à 4 h du matin. Et il y aura des trucs que tu auras à soulever. Donc, des pneus, tu dois poser tu feras des mouvements qui vont vraiment te demander d'être fort. Je dis bah, j'ai pas de choix, je vais faire ça. Et il a accepté. J'ai fait ce boulot-là durant 2 ans. Donc je dirais la 2e année de graduat et la 3e année. Alors tu es étudiant à l'IFASIC, oui. On sait qu'il y a beaucoup de filles. Oui. Et tout ça, en même temps tu es receveur. Ouais. C'est arrivé de rencontrer des camarades. Non. En fait, les trajets, en fait, comment dire, l'itinéraire que prenaient les bus là, c'était pas un itinéraire où mes collègues empruntaient tout le temps. Non, c'était un itinéraire où il n'y avait presque pas mes collègues, je ne croisais pas du tout mes collègues. Mais du moins à l'école, il y avait mes proches qui savaient que je faisais ce boulot. Entre autres, comment ils te soutenaient ou plutôt... ça, je ne sais pas. Intérieurement, je ne sais pas ce qu'ils se disaient. Mais au moins, j'avais des potes qui étaient au courant. Il y avait Christian Moupakani qui était au courant, Henri Mbouyi et puis Guy Lubamba. Alors, ça se faisait comment? C'était les jours... on étudiait à l'IFASIC les jours pairs et les jours impairs, j'allais faire mon boulot. Donc je partais lundi, mercredi, vendredi. Et les jours où je devais me rendre à l'école, je partais à l'école tout bonnement, comme si de rien n'était. Mais je camouflais aussi ça. Parfois je portais les mazoports, pendant que je faisais le boulot, je portais les mazoports. Puis je camouflais. Et je fais ce boulot pendant 2 ans. Et ça m'a vraiment aidé. C'est avec ça que j'ai fait mes études en 2e et puis en 3e année de graduat. Et en même temps, comme tout jeune Congolais, quinois, je surfais trop sur Internet. Alors un jour, j'étais dans un forum où ça parlait politique et j'intervenais trop souvent dans ces forums-là. Sans savoir qu'il y avait un monsieur qui me disait sous cap, sans pourtant se manifester, mais il appréciait mes interventions. Un jour, le monsieur m'a écrit en privé. Et le monsieur s'appelle Félix Antoine Tshisekedi et c'est lui l'actuel président de la République. Alors il m'a écrit pour me dire, mais tiens, on a toujours eu une mauvaise image des jeunes Congolais. On nous dit toujours que ce sont des jeunes qui n'ont pas assez de jugeotes. Mais là, je suis tombé sur un jeune qui m'épate. Que fais-tu dans la vie? Et là, je dis, ben, je suis étudiant à l'IFASIC. Je suis en 3e année de graduat. Et l'année prochaine, je serai en 1re année de licence. Et il me dira, ben écoute, je viendrai à Kinshasa. Et une fois à Kin, j'aimerais bien te rencontrer. Et là, c'était sur Facebook. Donc on s'est connus avec lui sur Facebook. Et quand il est venu à Kin, d'ailleurs, il avait déjà oublié, moi j'avais bien mentionné la date de son arrivée à Kin. Et après, et là, quand il t'a écrit, il s'est présenté. Non, il ne s'est pas présenté parce que les noms, il s'affiche sur les profils, non? Quand vous recevez un message sur Messenger, le nom de la personne qui envoie le message apparaît. Non, il n'y a pas, il n'a pas besoin de se présenter pour ça. Il m'a juste dit, et je me souviens bien de son introduction, il m'avait appelé, alors mon grand, comment vas-tu? Je dis, ben ouais, je vais bien. On va dire c'est la phrase qui a changé ta vie, quoi. Bah oui, je dirais. Et puis il m'a dit, ben écoute, en toi, je te suis trop. Alors là, je me suis dit, aujourd'hui, je dois briser la glace, je dois te parler.
Puis moi je suis en politique, j'ai fait ça, mais j'aimerais bien venir. Et c'était en 2000. Là c'était en 2000. Attends. Fin 2009. On s'est parlé en fin 2009. Et il est venu pour la première fois en 2010. Non, les premiers contacts physiques s'est fait en 2010, en septembre. Et quand on s'est vu, il m'a dit juste une phrase, tiens, tu es trop petit, hein, tu as une petite taille. Il m'a juste dit ça. Parce que lui, il est grand. Il est castard, il est un peu comme toi là. Mais tiens, tu es trop petit. J'ai dit, c'est bien moi, c'est Miché. Puis on a parlé, il m'a dit, écoute, j'aimerais t'avoir dans ma clique. J'aimerais bien être avec toi. Mais là, il m'avait rien dit. Hein. Il m'avait rien. Il m'a dit seulement, j'aimerais bien être avec toi dans mon entourage. Ni plus ni moins. Et puis, il me demandera, tu fais quoi dans la vie? Je suis étudiant. Là, je suis en train de faire mon TFC. Et l'année prochaine, je serai en première année de licence. Et puis, il me demandera encore, mais attends, tu fais comment pour tes études, tout ça? Et je lui ai expliqué que je faisais mon boulot de receveur. C'est avec ça que je payais mes études. Et du coup, il m'a dit, écoute, tu arrêtes ça. Moi, je prends les restes des années. Et puis, je vais t'aider jusqu'à ce que tu termines avec cette histoire de tes études. Et puis, on verra la suite. C'est ainsi qu'il a payé pour moi la première année de graduat. Et puis, la deuxième année de licence. Et entre-temps... Donc, là, vous n'avez aucun lien de famille? Rien du tout. Rien du tout. Rien du tout. Personne n'était là présenté? Personne. Wow. On s'est juste croisé sur Facebook et puis c'était parti. Et quand j'ai fini maintenant, j'ai fini en 2012. Maintenant, en première année de licence, en novembre, on devait aller à Mbujimayi parce qu'il était candidat député aux législatives, à Mbujimayi. Alors du coup, il m'a dit, écoute, j'aimerais bien être... je vais concourir aux élections législatives, mais je n'ai pas encore choisi la circonscription. J'aimerais bien que tu réfléchisses, quelle est la circonscription qui m'irait pour que je puisse prendre part à ces élections. Toi, tu connaissais un peu le terrain quand même, non? De Mbujimayi? Oui. Non, en fait, quand j'ai quitté Mbujimayi en 95... Tu n'es plus revenu? Non, c'est avec lui en 2011 qu'on a fait... Parce que tu as quitté à 11 ans. À 11 ans, donc je n'avais plus de repères. C'est ainsi qu'il me demandera de réfléchir par rapport à la circonscription. Quand je suis allé réfléchir, je lui ai dit, écoute, Akin, vous n'êtes pas très connu. Certes, vous êtes le fils de Tshisekedi, tout ça, mais moi j'aimerais bien que tu te présentes à Mbujimayi. Et là, les noms vont jouer et ça se passera tranquille. Tu es dans le patelin de ton papa, quoi que tu es politique au départ, mais on doit aller sur un terrain qui te sera hospitalier. Et non aller sur un terrain hostile. Et puis voilà, la campagne ça coûte de l'argent. Jeter de l'argent comme ça là, ça ne sera pas une bonne chose. Et puis quand je suis revenu, je lui ai proposé ça. Et il y avait un autre vieux là à moi, qui est aussi en fait un vieux qui était là. Plus tard il est devenu mon vieux parce qu'au départ c'était le vieux du président. Non, c'était le vieux du président à l'époque, le président de M. Tshisekedi. Donc à l'époque le vieux du M. Tshisekedi. Et plus tard il est devenu aussi mon vieux, il s'appelle Guinou Foulabo. C'est un vieux avec qui je suis en très bon terme. Alors quand je présentais la chose, et le vieux là il était là. Il a dit mais attends, ce petit il a bien réfléchi. Moi je trouve que c'est mieux qu'on parte en Mbujimayi. Et ce vieux Guy à l'époque appelait déjà le président actuel Excellence. Bon, je n'ai jamais compris d'où est-ce qu'il avait tiré ces noms-là. Déjà à l'époque il appelait Excellence. Okay. Je dis Excellence, je prends un peu son accent là. Ce petit il a bien réfléchi, il faut qu'on aille en Mbujimayi. Et du coup le président il a accepté l'idée. On a constitué les dossiers, tout. Et puis on a déposé ça à la CEP. Et entre-temps, tu étais encore étudiant? Oui, je partais toujours à l'école. Mais je n'avais plus de soucis pour les Minerval ni pour les transports parce que lui, il me donnait. Sans souci. Okay. Donc, du coup, j'étais là pour étudier et puis pour être avec lui. Donc, on sortait, on faisait la ronde de la ville, des réunions par-ci, par-là, du parti, tout ça. Et puis, on constitue le dossier. Il me dit, écoute, tu vas être mon directeur de campagne. Et là, tu habites où? Là, j'habite à Lausanne. La famille qui m'avait hébergé chez l'oncle, chez l'oncle paternel de ma mère. Parce que là, j'avais déjà obtenu mon diplôme, j'avais quitté Kaouka et j'étais rentré à Lausanne. Il me dit, écoute, tu seras mon directeur de campagne, on part en Mbujimayi, c'est bon, on y va. Et là, on constitue l'équipe de campagne. Il y avait M. Topin Moukengeshaï, qui est aujourd'hui le parsec du chef. Il y avait Lina Mouvaro,
qui est aujourd'hui l'assistante du chef. Il y avait la première dame. Et il y avait qui d'autre? Le vieux Gilou Foulaboula dont je venais de faire allusion. Et puis il y avait d'autres personnes aussi. On embarque, on arrive en Bujimaï. Et quand j'arrive, je ne maîtrise plus la ville. Déjà, j'ai quitté la ville trop jeune. Je le dis clairement, mais en tout cas, moi, je ne saurais pas faire ce boulot. Ce boulot, c'est un boulot qui consiste à connaître des quartiers pour faire la campagne, tout ça. Alors, j'aimerais bien qu'on puisse choisir quelqu'un qui vit ici. Alors, moi, je vais juste m'occuper de tout ce qui est communication, des relations avec la presse locale, tout ça. Moi, je vais m'occuper de ça. De la gestion de la campagne, en tout cas, c'est mieux de déléguer ça à une autre personne. Et du coup, il a trouvé une autre personne sur place là, qu'on avait nommé comme directeur de campagne, Corneille, qui est toujours là aussi. Et puis, on a battu campagne, et puis il a été élu député. Et puis, on est revenu sur Kinshasa, et puis avec tout ce qu'on avait connu comme publication des résultats. M. Tshisekedi n'était pas proclamé président de la République, on a crié à la fraude, tout ça. Du coup, il n'avait pas siégé, sous ordre du président de son parti, qui avait demandé à ce que tous les députés n'aillent pas au Parlement. C'est ça. Du coup, c'était encore la traversée du désert. Il est rentré en Europe et moi je suis resté. Mais entre-temps, on avait toujours gardé contact. Il a continué il a tenu sa promesse de payer. Oui, là, il n'y avait aucun souci. Il envoyait de l'argent, moi je partais à l'école et puis j'ai fini l'école. Et à un moment donné, il m'a dit, bon écoute, là j'arrête avec l'Europe, je vais m'installer au Congo. On devrait maintenant travailler à temps plein. Mais il m'avait dit, il n'y a pas de salaire, c'est la lutte. Mais étant humain, je sais que tu auras besoin de petits trucs. Je vais commencer, en fait, tu les recevras de ma part. Mais on n'a pas de salaire précis, donc on vient lutter. Tu es d'accord? Oui. Tu n'es pas d'accord? Ben, tu as déjà ton diplôme, tu peux aller te débrouiller autrement. Alors d'après toi, il te rencontre sur Facebook, il investit, on va dire, il investit en toi. Oui. C'était quoi son but? C'était quoi? Est-ce qu'il se voyait un destin politique? Il avait besoin de gens loyaux autour de lui? Oui, il avait besoin des gens. Déjà, le président actuel, c'est quelqu'un qui déteste le mensonge. Il déteste ça, j'ai beaucoup expérimenté ça. Il n'aime pas des gens, il n'aime pas des menteurs, et puis il n'aime pas des voleurs. C'est quelqu'un qui, quand tu as un souci, il pose ton problème. Oui. Qu'il trouve solution ou pas, mais au moins, informe quand même. C'est comme ça qu'il fonctionne. Il déteste vraiment ça, et puis il déteste aussi la traîtrise. Certainement qu'il avait vu en moi quelqu'un de bien, et il a misé sur moi, et puis je pense qu'il avait vraiment bien vu, parce que en fait, il y a eu des gens qui sont venus me voir pour que j'aille travailler avec eux. Donc je ne citerai pas de nom, mais moi, des gens qui sont venus me voir pour me dire, mais écoute, lui il a déjà fait sa vie, il est en train de te distraire, tu dois faire ta vie, il a déjà ses enfants, tout ça. Qu'il arrive au pouvoir ou pas, il a déjà vécu. Alors que toi, tu es jeune, tu dois aussi songer à ton avenir. C'est-à-dire que là, quand tu finis les études, tu n'envisages même pas de chercher du travail et tout ça. Non, en fait, déjà, à l'étape de la 3e année, j'ai fait mon stage chez RTVS1. J'avais la possibilité de rester comme journaliste. Mais je ne l'avais pas fait, je me suis dit, comme je suis déjà avec un politique, donc si j'opte de travailler chez RTVS1, j'aurais des penchants dans le traitement de certaines infos. J'avais décliné. Et par après, j'ai fait un bref passage à la prospérité. Et puis, en fait, je n'étais pas vraiment destiné à faire du journalisme actif. Et puis après, j'avais décidé de rester avec lui, hein, parce que je me disais, bon, la presse est déjà chez nous ici, des gens qui se retrouvent bien, ce sont que des boss. Les hommes. Voilà. Je m'étais aussi basé sur tout ça. Et bon, ok, tant mieux souffrir avec ça. Donc c'était un peu ça. Et puis on a cheminé ensemble. On a redynamisé les partis pendant que le président Tshisekedi était malade en Belgique. On a sillonné toute la République. Donc plus on avançait, plus la confiance. En ce moment-là, je sais, le propos n'est pas de parler de la politique, mais du côté humain. En ce moment-là, est-ce que vous visiez déjà la présidence? C'est dans un coin de la tête, c'était quelque chose qui traversait la Pendant à quel moment? Donc, on va dire après la période 2011. Non. Le président, c'est quelqu'un de très loyal. Lui,
il faisait tout que pour son père. Et il disait que tant que le père ne sera pas élu président ou ne se prononcera pas publiquement qu'il arrête la politique, lui, il travaillera que pour son papa. Donc c'est quelqu'un qui est resté derrière son père jusqu'au bout, jusqu'à la dernière minute. C'est un peu ça. Donc, en fait, l'idée de briguer la présidence a commencé à prendre forme après les congrès du parti. Quand on a eu à organiser les congrès du parti et qu'il a été choisi comme président du parti, et du coup, il est obligé de briguer la présidence. En ce moment-là, la présidence a commencé à pointer à l'horizon. Quoique on n'était pas sûr d'être là comme aujourd'hui, là, parce qu'on se disait, avec l'environnement politique, avec les élections qu'on organise en Afrique, c'est toujours les organisateurs qui gagnent les élections. On doutait un peu, mais entre-temps, on se disait qu'on a une âme forte, c'est nos militants. Et on savait qu'à un moment donné, ils pouvaient jouer un grand rôle. Alors, comme tu dis tout à l'heure, qu'il y a des gens qui venaient te solliciter pour que je traverse la rue. Tu traverses la rue et tout ça. Mais en fait, ce ne sont pas des gens d'en face, non. Quand je parle d'en face, je ne fais pas des gens PPR de soit TFC, non, non. Ce sont nos gens à nous qui trahissaient, après avoir trahi, une fois qu'ils obtenaient une parcelle de pouvoir, mais contactés. Attends, tu peux venir travailler avec nous. Évidemment, on sait qu'il y a beaucoup qui ont trahi. Mais je ne citerai pas de noms ici. Il y en a qui sont partis. Oui, effectivement. Voilà. Bon, c'est dans ces lots-là, ouais, de ceux qui partaient, et ce sont eux qui m'ont contacté pour que je travaille avec eux. Mais est-ce qu'il n'y avait pas, parce que tu étais quand même au front, directement en contact avec des informations sensibles, est-ce qu'il n'y avait pas de sollicitation pour t'utiliser comme espion? Une fois, j'ai été contacté par un député de la place, qui à l'époque était membre influent du PPRD, et aujourd'hui il est avec un autre politique dans l'opposition. Ouais. Pour me dire que non, voilà, fais-moi ça, fais-moi. Non, lui, il ne m'avait même pas demandé des infos. Lui, là, c'est que je passe à la télé et que j'organise une émission dans laquelle je dénigre le président. Et à la fin, il allait me remettre une enveloppe et puis il allait m'aider pour que je traverse la Méditerranée. Donc pour que j'aille en Europe. J'avais décliné ça. C'est un peu ça. Quand tu déclinais, c'est parce que l'enveloppe n'était pas conséquente? Non, c'était je voulais pas faire du mal. Je voulais pas faire du mal au président. C'est quelqu'un qui m'a pris comme son fils. En fait, moi, à part le fait d'être son assistant, je suis quelqu'un qui est très proche du président. Je suis comme son fils. D'ailleurs, j'ai le même âge avec sa première fille. Donc, sa première fille, elle est née en 84. Pareil pour moi aussi. Donc, c'est quelqu'un qui m'a vraiment adopté et je suis vraiment un fils de la maison. Tout le monde dans son entourage me connaît, que ce soit ses frères, sa maman. Donc, je suis connu de tout le monde dans sa famille. Et je pense que c'est quelqu'un qui m'a vraiment ouvert son cœur et je ne le ferai pas du mal. D'accord. Et mais je suppose qu'il y avait quand même des moments difficiles. Oui, on a connu des moments difficiles. C'est quelqu'un qui, c'est pas un riche, hein. C'est pas un riche. On a connu vraiment des moments difficiles que je ne dirais pas ici parce que aujourd'hui c'est le président de la République. Je ne peux pas me mettre à raconter nos galères ou quoi que ce soit. Non, mais on a connu des moments difficiles. Mais c'est quelqu'un qui a une forte personnalité. C'est quelqu'un qui, en fait, il ne tremble pas devant l'argent. Ce monsieur-ci, il y a quelque chose qui m'a vraiment impressionné chez les fils Tshisekedi. Tous les fils Tshisekedi, ce sont des gens qui ne tremblent pas devant l'argent. Et personne ne viendra me dire qu'il y a eu un Tshisekedi qui lui avait demandé de l'argent à une certaine époque. Ce sont des gens qui ne demandent pas malgré qu'ils peuvent être dans une mauvaise passe. Non, ils sont bien éduqués. Les Tshisekedi, je parle bien de Tshisekedi. Bon, en fait, je risque de créer une polémique pour rien. Mais je parle de Tshisekedi, les fils d'Étienne et Maman Marthe. Ce sont des gens qui ne demandent de l'argent à personne. Ils peuvent être dans la dèche la plus totale, mais tu ne les verras jamais demander de l'argent. Ils ont une forte personnalité. Et puis, ce sont des garçons discrets, bien éduqués. Donc, en fait, je ne me voyais pas faire du mal à ces messieurs-là. Non, voilà un peu ce que je peux dire. D'accord. Mais entre-temps, est-ce que c'était pas... on sait que la vie, quand tu es, on va dire, l'assistant, tu es un peu l'homme à tout faire du président. Du président, pendant qu'il était dans l'opposition. Oui. Tu n'as presque pas de vie personnelle. Oui. Déjà, moi, j'ai un défaut. Je suis un couche-tôt. C'est le contraire. C'est le contraire de mon entourage. En fait, les gens avec qui je travaille, ce sont des gens qui couchent très tard.
Alors, c'est ça le plus grand défaut que j'ai. Donc, quand je travaille, parce qu'il y a des moments où je finis ma journée de travail à 4 h du matin. Et tu dois être debout à 8 h. Parce que moi, je dois être debout avant que les chefs soient debout. Parce qu'il y a certaines choses qui peuvent passer par moi. Il y a des appels, des ministres qui peuvent demander des instructions. Soit avant qu'on se sépare, il me dit, ouais, écoute, tu vas contacter tel. Mon téléphone, je ne l'éteins jamais. Il est toujours en sonnerie. Il n'est même pas en silencieux. Donc, il est toujours en sonnerie. Donc, je dois toujours être en alerte. Donc, c'est ça un peu le côté difficile de mon boulot. Mais je fais avec. Parfois, je peux être là, je suis en plein boulot, je somnole. Mais je dois être là. Et je suppose, on va dire, aujourd'hui, c'est difficile, mais il y a quand même la satisfaction personnelle. Oui, c'est un boulot. Mais je suppose qu'avant, pendant qu'il était dans l'opposition, c'était encore plus difficile. Oui. Mais comment tu faisais? Il te laissait quand même vivre un peu. Parfois, je m'éclipsais, sans pourtant informer. Je m'éclipsais. Et là, en fait, il savait déjà que je faisais souvent ça. Alors maintenant, il procédait comment? Quand on part quelque part, en fait, il me tenait à l'œil. Ah ouais. Parce que moi, quand je m'éclipse, je n'informe pas. Parce que quand tu informes, du coup, on va te dire, attends un peu, on fait ça et tout ça. Maintenant, il me tenait à l'œil. Donc, une fois même lors d'un dîner, avec enfin, comment dire, des VIP, je peux dire, dans un restaurant de la place, autour de la table. J'avais carrément somnolé, en fin de compte, j'avais vraiment fait ça. Et c'était la cata, quoi. Après, il m'avait recadré, puis c'était passé. Voilà. Mais avec le recul, quand tu vois ce qui s'est passé, il y a forcément... C'est comme ça que je m'étais dit quand je réfléchissais à ce que serait l'émission. J'ai dit, ici, j'ai l'habitude de recevoir des écrivains. Oui. Ta vie, si on la raconte dans un roman, il y a forcément des gens qui vont dire, ah non, mais votre histoire, elle est un peu invraisemblable, quoi. Ouais. Entre nous, ça c'est des histoires, c'est un roman, vous racontez ce que vous voulez. C'est un truc imaginaire. C'est presque de la littérature. Tu rencontres le futur président de la République sur Facebook. Oui. En ce moment-là, tu es un simple étudiant. Tu fais le receveur pour payer les études et il te dit, je vais payer pour toi et puis tu travailles avec moi et tout ça. Avec le recul, quand tu regardes, qu'est-ce que ça t'a appris de la vie? Ben, en fait, la vie, elle est ce qu'elle est. Hein. Je ne suis pas là pour donner des leçons à qui que ce soit. Parce que tu vois, souvent quand on atteint un certain niveau, on pense connaître tout. Et on se fait passer pour un coach ou un mentor, quoi, ou tout ce que tu connais là. Mais moi, je dirais que chacun de nous a sa vie déjà toute tracée sur Terre. On croise des gens qui nous orientent, qui nous aident et qui nous facilitent certaines choses dans la vie selon ce que Dieu avait déjà prévu pour nous. On n'a pas tous le même parcours. Moi, je dirais que dans la vie, il faut avoir un objectif. Moi, déjà, en partant, en décidant de me rendre à l'IFASIC, déjà, je suis quelqu'un, en fait, des mots me manquent, mais je dirais que je n'avais pas vraiment un objectif pour mes études, je n'avais pas vraiment un objectif. On m'avait déjà lavé les cerveaux pour l'Europe. Du coup, tous ceux qui parlaient études, je voyais ça comme un peu comme du n'importe quoi. Je ne m'attardais pas sur ça. Mais grâce à l'ami qui m'avait parlé de l'IFASIC, parce que je peux dire que c'est grâce à lui que je croisais le président. Parce que si je n'étais pas étudiant à l'époque, peut-être la sympathie que M. Tshisekedi avait eue à l'époque, c'est par rapport au courage qu'il avait décelé en moi. Il a compris que non, ce garçon, il est exceptionnel. Être à Kinshasa, accepter de faire le receveur pour étudier, vraiment, c'est un truc insolite. C'est un peu ça. En tout cas, la vie, c'est... Ah non, en tout cas, je n'aimerais pas vraiment de donner des leçons aux gens. Après, je vois que tes amis ont l'habitude de... Même toi-même aussi, parfois, tu utilises la fameuse phrase, l'ennemi de la galère. Bah, non, l'ennemi de la galère, c'est un nom
C'est un petit nom qui m'a été donné par un petit chégué à Kitambo Magasin. Ok. Voilà, l'anecdote. Beaucoup de gens, en fait, peu sont au courant de la genèse. Ça se dit, hein? Oui, la genèse de ces petits noms. En fait, à un moment donné, j'habitais à Misaïpen. C'était un chantier là où je surveillais parce que je n'avais pas d'endroit où aller habiter. Alors j'avais contacté les propriétaires de ces chantiers là. Ils avaient accepté que je reste dans ces trucs là. Et j'étudiais déjà l'IFASIC. Alors un jour, j'arrive sur Kitambo Magasin. Le transport était donc, je sais pas, très difficile alors. Très difficile. Alors j'arrive là. Ben, j'étais habillé modestement, hein, mais les chèques, quand ils veulent te soutirer des sous, que tu sois impeccable ou pas, et ils s'en foutent, hein. Ils vont faire les louanges là et puis tu donnes un peu de sous. Alors je vois un petit chèque là qui arrive, qui vient vers moi, il me regarde, me dit, viens les blancs. Ennemi de la galère. Yoka odeur. Ennemi de la galère. Je n'avais pas pu du coup, j'avais sorti quelques billets là, que je l'avais fait, pas quelques billets, j'en avais pas assez. Un billet de banque, je l'avais remis. Mais j'avais aimé les petits noms là, ennemi de la galère. Ben, du coup, c'était parti, tous mes proches. Maintenant, j'avais raconté l'histoire sur Facebook. Et du coup, je me faisais appeler quand je postais une photo de moi, j'écrivais ennemi de la galère. Et puis c'était parti. C'est comme ça l'histoire de ces petits noms. D'accord. Ouais. Non mais voilà, je pense que c'est vraiment une histoire qui est motivante. Tu dis tout à l'heure tu veux pas te transformer en donneur de leçons. On pense tous à la fameuse, c'est un musicien qui a dit bah oui, bah solo, bah comment. Voilà, il fallait choisir quoi. Ouais, je ne m'aimerais pas du tout parce que ouais, bien sûr, mais après parfois on n'a pas besoin de donner des leçons. Le récit même de ta vie c'est déjà une leçon en elle-même. Moi c'est ce qui m'a interpellé. Et puis puisque c'est une émission où la vocation est de parler de littérature, pour moi c'est un roman quoi, parce que nos vies sont des romans et ça on peut voir dans quelle mesure tu pourras écrire, hein, étant donné que tu es dans ça. Donc, c'est un vrai roman. Alors je vais te souhaiter beaucoup de chance. Et là tu viens de te marier. Oui, je viens de me marier. On est un peu curieux de savoir parce que maintenant tu t'es marié au moment où tu étais l'un des célibataires. Je suppose que tu es quand même tu étais devenu l'un des célibataires les plus courus de la ville. Je te jure, je ne nie pas, je te jure. Il y a même un gars qui m'a tué de rire, qui a commenté sur ma photo. Il a écrit en lingala que en ce moment ici, je pense à toutes les filles qui sont en train de se mordre la langue. Je me dis, attends, on finit toujours par faire un choix. Bien sûr. Donc, ça s'est passé. Tu n'as pas attendu que... Bon, j'allais dire quelque chose de pas pour non, tu es libre. Non, en fait, tu n'as pas attendu que le stade crie bala. Non, en fait, la personne qui est devenue mon épouse aujourd'hui, on s'est pas connus pendant que je suis en pleine gloire. Non. Oui. C'est quelqu'un que j'ai connu il y a longtemps. On vient d'enregistrer l'émission, tu vas juste saluer les internautes, tous ceux qui vont nous suivre. Ok. D'accord. Merci. Salut à tous. Voilà. À toutes. Tu te présentes comme tu es qui par rapport à moi. Kessia Mulumba, ta femme. L'ennemi de la galère. L'ennemi de la galère. Ok. Merci beaucoup, Michel. Je t'en prie. Ton histoire est super émouvante, motivante. J'espère qu'il y a des jeunes qui vont. Ils vont eux-mêmes tirer leurs leçons. Pour d'autres jeunes. On va pas faire les coachs comme tu dis. Eux-mêmes ils vont tirer les leçons et puis. Pas faire de ces témoignages. J'encourage tous les jeunes gens qui sont dans la souffrance pour leur dire que la vie appartient aux personnes qui ont des objectifs. À toutes les personnes qui fréquentent les universités, ce ne sont pas des hommes qui n'ont pas assez de moyens de se focaliser sur leurs objectifs qui est d'obtenir le diplôme et puis partir. De ne pas trop se fier aux filles. Les filles, elles ont toujours des gens qui seront là pour les aider. Alors que nous, les hommes, quand on arrive, on n'a pas trop de parapluie.
bonne chance à toutes les personnes qui sont malades. Ce qui est intéressant, c'est que quand on t'a donné le surnom de l'aîné de la galère, tu étais encore un peu Dans la galère. Dans la galère. C'était ça. Voilà, donc Ok. merci beaucoup. Monsieur. Ok, ciao. Bonne année. Bonne année.